Bonjour et bienvenue dans ce dernier cours de l'année dans lequel nous allons parler d'information, de la façon de la transmettre et de la stocker. Nous allons d'abord voir ce que c'est qu'une chaîne de transmission, on va voir comment numériser un signal, parler des images numériques, voir comment on peut transmettre les signaux et enfin parler un petit peu du stockage de façon optique. Commençons tout de suite avec une chaîne de transmission. Voilà le décor. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de transmission? C'est tout ce qui va nous permettre de passer l'information de l'émetteur initial au récepteur. Par exemple, ici, nous avons un émetteur qui va parler, une personne qui va parler à son téléphone portable. Ensuite, le téléphone portable va numériser ce signal et l'envoyer à une antenne non loin de lui. Cette antenne va être reliée par câble à une antenne satellite qui va envoyer le signal vers un satellite, qui lui-même va renvoyer le signal vers une antenne réceptrice non loin de la personne qui doit recevoir le signal, donc ensuite le signal est envoyé sur une antenne émettrice cette fois-ci au téléphone portable du récepteur et ce téléphone portable du récepteur transforme le signal en son qui est entendu par donc la personne qui doit recevoir le signal. Voilà ce qu'on appelle une chaîne de transmission. Dans cette chaîne, le téléphone portable a numérisé le signal. Alors qu'est-ce que c'est que la numérisation d'un signal? Avant l'arrivée des ordinateurs, quand on enregistrait un signal, on enregistrait le signal tel qu'il était, comme ceci, avec nos moyens propres, et c'était ce qu'on appelle un signal analogique, c'est-à-dire qui variait de la même façon que, par exemple, la voix de la chanteuse. En gros, ce sont des signaux qui sont continus, on ne voit pas de discontinuité lors de leur variation. Maintenant, aujourd'hui, on a aussi des signaux qui s'appellent des signaux numériques. Les signaux numériques sont des signaux qui ont été numérisés, c'est-à-dire compter en valeur discrète. Alors pourquoi on fait ceci? Parce qu'aujourd'hui, on enregistre tout sur des ordinateurs, et les ordinateurs, pour stocker les informations, ont besoin de compter, de numériser les valeurs des signaux. Dans les ordinateurs, ces signaux sont stockés sous forme de 0 et de 1, un 0 qu'on appelle bit, et un ensemble de 8 bits est appelé un octet. Donc, on a les signaux analogiques, qui sont enregistrés encore aujourd'hui, et qui sont continus, comme ceci, et on a les signaux numériques qui donc ont été enregistrés, numérisés, pour être stockés dans un ordinateur. Alors comment fait-on pour numériser un signal? Voici un signal analogique, continu, vous voyez, et on va essayer de le numériser. Alors pour ceci, on va d'abord commencer par le découper en petites variations de temps. On appelle ça l'échantillonnage. Alors il faut choisir une période d'échantillonnage ou une fréquence d'échantillonnage, comme ceci. Et en fait, si on a un signal qui a une fréquence de 100 Hz, vous voyez, et si je découpe ce signal en énormément de petits échantillons, je vais pouvoir recréer facilement mon signal, alors que si je le découpe en peu d'échantillons, si je ne prends pas assez d'échantillons, je ne pourrai jamais recréer mon signal et je vais faire une mauvaise numérisation. Donc première chose, découper le signal en échantillons petits par rapport à la variation du signal. Ensuite, nous allons quantifier ce signal. Alors, qu'est-ce que c'est que quantifier un signal? Eh bien, c'est assez simple. C'est pour chaque échantillon, mesurer la valeur de ce signal. Alors, on va stocker ces résultats pour les ordinateurs avec un certain nombre de bits. Si on utilise un bit pour stocker le résultat de chaque échantillon, alors on a deux valeurs, c'est pas beaucoup, et donc ça sera pas une bonne numérisation. Si on met 2 bits, on peut avoir 4 possibilités, donc 4 valeurs. Et si on en met n, on aura 2 puissance n. Alors, dans le cas présent, nous allons choisir 3 bits pour la quantification. 3 bits pour la quantification nous propose 2 puissance 3 valeurs, c'est-à-dire 8 valeurs différentes. Et voilà, je viens de mettre les 8 valeurs différentes sur l'écran. Alors, chaque valeur sera codifiée par des successions de bits différents. Alors maintenant, il suffit de donner la valeur du signal pour chaque échantillon. Voilà pour le premier, voilà pour le second, et ainsi de suite. Si on relie tout ça, on a ce qu'on appelle un signal numérisé. Vous voyez ici le signal analogique et le signal numérisé correspondant. Alors pour avoir une bonne numérisation, il faut avoir une période d'échantillon faible ou une fréquence d'échantillon grande, et il faut aussi avoir ce qu'on appelle un pas de quantification assez faible. Le pas de quantification, c'est ceci. Ça correspond en fait à la valeur de la variation du signal divisé par le nombre de valeurs différentes qu'on a choisies pour quantifier. Ici, le signal s'étend sur 3,5 volts, de son maximum à son minimum, et j'ai choisi 8 valeurs différentes
pour le quantifier. Donc j'ai un pas de quantification de 0,5 volts. Évidemment, plus le pas est petit, plus la numérisation sera de qualité. Parlons un petit peu maintenant des images numériques. Voici une image numérique et on va zoomer dessus. On zoome encore et à ce moment-là, on va voir apparaître des petits carrés qui ont des couleurs uniformes. Ces petits carrés de couleurs uniformes s'appellent des pixels. En fait, une image numérique est une succession de pixels. Pour faire cette image ici, nous avons 868 pixels horizontaux et 720 pixels verticaux. Ce qui correspond à ce qu'on appelle la définition de l'image, c'est-à-dire le nombre total de pixels dans l'image. On multiplie les deux et on aura environ 600 000 pixels, ce qu'on peut noter aussi 0,65 mégapixels. Alors voici une image simple et on va regarder comment cette image sera stockée dans un ordinateur. En fait, c'est une image en noir et blanc. Donc pour stocker cette image dans un ordinateur, il faut stocker en fait les valeurs noires ou blanches. Pour ceci, donc, il nous faut deux couleurs différentes et donc un bit suffira. Par exemple, on associera au blanc le 1 et au noir le 0. Pour la première ligne de cette image, par exemple ici, voilà à quoi ça va correspondre. Le 1 sur le blanc et le 0 sur le noir. Donc cette ligne-là sera stockée dans l'ordinateur par une succession de 1 et de 0 comme ceci. Si je continue, si je fais toute l'image, voilà comment va être stockée cette image dans l'ordinateur. Alors quelle est la taille du fichier informatique correspondante? C'est assez simple, c'est le nombre de pixels, ici 11 x 8, c'est-à-dire 88 pixels, fois le nombre de bits qu'il faut pour caractériser un pixel, c'est-à-dire donner sa couleur. Donc ici, il faut un seul bit pour donner la couleur, soit noir, soit blanc. Donc ici, vous allez avoir un fichier qui aura une taille de 88 bits, c'est-à-dire c'est un tout petit fichier. Voici une image un peu plus perfectionnée car il y a plus de nuances. Il y a ici 256 nuances différentes entre le blanc et le noir. Donc il va falloir 256 valeurs pour donner ces nuances et donc il va nous falloir 8 bits, c'est-à-dire un octet. Par exemple, voilà comment on va associer les couleurs à chaque variation des bits. Alors, quelle va être dans ce cas-là la taille du fichier informatique? Ça sera un petit peu plus que tout à l'heure. Le nombre de pixels, c'est-à-dire 500 pixels ici, fois le nombre d'octets ou le nombre de bits qu'il faut pour donner l'information de la couleur de chaque pixel. Donc ici, 500 pixels fois 1 octet par pixel, c'est-à-dire 500 octets. Passons à l'image en couleur. Alors comment fait-on de la couleur? C'est assez simple. Si on zoome ici sur l'écran, sur la partie jaune ou sur la partie blanche, voilà ce qu'on va voir. En fait, le jaune est fabriqué avec du vert et du rouge et le blanc est fabriqué avec du vert, du rouge et aussi du bleu. Donc en fait, les couleurs sont fabriquées en mélangeant trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu, et en donnant des valeurs différentes donc à ces couleurs primaires plus ou moins intenses. Si on met le maximum pour le rouge, le vert et le bleu, on va avoir du blanc. Si on ne met que du rouge et du vert, on aura du jaune. Donc pour faire du jaune, on met la valeur maximale pour le rouge, valeur maximale pour le vert et valeur nulle pour le bleu. Ce qui sera codifié comme ceci pour l'ordinateur. Et voilà pour le blanc, une valeur maximale partout. Donc pour donner l'information de la couleur, en fait, il va nous falloir 3 octets par pixel, c'est-à-dire 24 bits par pixel. Donc la taille du fichier informatique correspondant à cette image sera le nombre de pixels, c'est-à-dire 500 pixels, fois 24 bits, c'est-à-dire 12 000 bits, 12 kilobits. On peut parler aussi en octets, 500 pixels fois 3 octets, c'est-à-dire 1500 octets, c'est-à-dire 1,5 kilooctet. Bien sûr, si on augmente la définition de l'image, par exemple ici, vous voyez, une nette augmentation de la définition, eh bien le poids du fichier sera beaucoup plus grand. Vous voyez ici, par exemple, on a multiplié par 1000 le poids du fichier pour passer de cette résolution-là à celle-ci. Parlons un petit peu maintenant de la transmission des signaux. Alors la première façon de transmettre un signal, c'est ce qu'on appelle la propagation libre. Donc avec une antenne et des ondes radio. Donc c'est quelque chose de très courant et on utilise différents types d'ondes radio pour faire différents types de transmission. Alors l'avantage de ceci, c'est que le signal est émis dans toutes les directions. Par contre, il s'atténue assez rapidement. Pour avoir moins d'atténuation, on peut guider ce signal. Par exemple, dans un câble métallique, le signal en l'occurrence sera un signal électrique qui va suivre le câble, ou dans une fibre optique,
là, le signal sera de la lumière qui va rester dans le cœur de la fibre optique, comme ceci, tout le long, quasiment sans atténuation. Alors l'atténuation d'un signal, c'est une valeur que l'on va pouvoir mesurer. C'est le rapport entre la puissance à l'entrée et la puissance à la sortie de la transmission. Les deux puissances sont en watts, et on va utiliser une échelle logarithmique, donc l'atténuation va être 10 log de ce rapport des puissances. Et donc on va avoir l'atténuation exprimée en décibels. On parle aussi de coefficient d'atténuation d'un câble, quand on ramène cette atténuation à la longueur du câble. Donc ici, vous voyez ici, le coefficient d'atténuation sera exprimé en décibels par mètre, L étant la longueur du câble. Voici la formule complète. Enfin, on parle aussi de débit binaire d'une transmission. Le débit binaire, c'est assez simple, c'est la quantité d'informations numériques en bits ou en octets divisé par le temps qu'il a fallu pour faire passer cette quantité d'informations. Et donc, le débit binaire s'exprime en bits par seconde ou en octets par seconde. Un exemple de calcul d'atténuation et de coefficient d'atténuation. Voici un câble de 50 mètres. La tension à l'entrée vaut 1 volt et à la sortie 0,20 volts. Donc, vous voyez, une atténuation assez importante. Calculons l'atténuation et le coefficient d'atténuation. Nous n'avons pas les puissances ici, mais on sait que la puissance électrique est proportionnelle à la tension au câble. Donc, dans la formule de l'atténuation, on peut remplacer la puissance, le rapport des puissances par le rapport des tensions au carré, ce qui va nous donner une formule qui va être légèrement modifiée, comme ceci, 20 log du rapport des tensions, parce que le 2 passe devant. Et donc, le calcul va nous donner une atténuation de 14 décibels. Ce qui correspond à un coefficient d'atténuation de 14 divisé par 50 mètres, c'est-à-dire 0,28 décibels par mètre. Terminons ce cours en parlant de la façon dont on stocke l'information de façon optique, c'est-à-dire sur les CD, DVD et Blu-ray. Si on zoome sur un CD, on va voir un sillon constitué de creux et de plats. Alors, comment lire l'information sur ceci? À l'aide d'un faisceau laser qui va être envoyé sur cette surface du CD, qui va le refléter et envoyer sur une photodiode. Alors, voici la surface du CD. Comment ça marche? Si on éclaire cette partie ici du sillon, c'est-à-dire où il n'y a pas de creux, alors le faisceau laser arrive, est reflété, arrive sur la photodiode et on a une intensité maximale. Si on éclaire une partie où il y a un creux, mais pas que le creux, en débordant de chaque côté, la partie du faisceau laser qui va au fond du creux va être en retard par rapport à la partie qui va à côté. Et quel retard elle va prendre? En fait, elle va prendre un retard de lambda sur 2, parce que le creux a une profondeur de lambda sur 4. Donc l'aller-retour fait lambda sur 2. Pourquoi lambda sur 2? Parce que lambda sur 2 correspond à l'opposition de phase. Et donc, en fait, la lumière qui est allée au fond du creux va avoir une interférence destructive avec la lumière qui n'y est pas allée. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir une lumière sur le photodiode moins importante. Donc, si on récapitule pour toute cette partie du CD, voilà, on va avoir des moments où la lumière sera importante et des moments où la lumière sera moins importante. Ensuite, il suffit de codifier. On met un 0 chaque fois que la lumière ne varie pas. Et quand la lumière varie, on fait un 1. Et donc, on arrive à lire des 0 et des 1 comme ceci. Voici comment, donc, l'information binaire est stockée sur un CD, un DVD ou un Blu-ray. Alors, quelle est la différence entre les trois? C'est la lumière qui est utilisée. Pour les CD, on utilise une lumière de longueur d'onde 780 nanomètres. Pour les DVD, elle est une longueur d'onde plus petite. Une longueur d'onde plus petite nous dit que la diffraction sera plus faible, et donc on va pouvoir faire des spots plus petits, et donc faire des sillons plus rapprochés, donc mettre plus d'informations. Et pour le Blu-ray, c'est encore plus vrai. Cette fois-ci, la longueur d'onde est née de 405 nanomètres, et donc il y a beaucoup plus de sillons resserrés sur un Blu-ray que sur un CD, donc l'information est beaucoup plus importante. On arrive à stocker 63 gigaoctets sur un Blu-ray, alors qu'on ne met que 750 mégaoctets sur un CD. Voilà, ce cours se termine, c'est le dernier cours de l'année, alors j'en profite pour vous souhaiter bonne chance pour le baccalauréat et pour la suite de vos études. Merci.